Aujourd'hui, je vais parler des cheat meals, quelle relation avoir vis-à-vis de cela, comment les gérer, est-ce que ça impacte réellement ou non votre progression, et si vous devriez en faire, et si oui, dans quelle proportion, et s'il y a réellement des stratégies, et si le timing et les quantités comptent réellement. Il y a beaucoup trop de mystifications, j'ai entendu tous au contraire sur les cheat meals, ceux qui les bannissent, ceux qui les mettent à un moment stratégique, ceux qui les font que d'une seule manière, il y a beaucoup trop de choses complexes alors que c'est beaucoup plus simple que ça. Je vais remettre les points sur les i et vous expliquer si réellement on peut en tirer des bénéfices, et si oui, comment. Et pour tous ceux qui aiment justement en apprendre plus, avoir la réalité, la vérité, les coulisses de ce qui marche réellement sous les yeux et qui comprennent que la qualité des méthodes, des informations, des stratégies, des échanges qu'ils vont obtenir changeront la donne dans leur progression ou celle de leurs clients, j'ai créé ma communauté sur le bodybuilding et la musculation. Il nous reste encore quelques places, vous pouvez y accéder avec le premier lien dans la bio, je t'invite à cliquer dessus. T'as 15 minutes pour t'inscrire, j'ai des places limitées, on va fermer les inscriptions à partir de 500, donc n'hésite pas à aller checker ça tout de suite. Je voulais un retour de la vidéo de la semaine, je vous rappelle on a 8 coachs sur le forum pour échanger et certains nous font des vidéos chaque semaine éducatives avec des cas pratiques et des méthodes concrètes. Cette fois-ci, c'était changer de look d'une compétition à l'autre, donc ceci est axé bodybuilding, c'est par Luc Chambrier, l'un de nos coachs, et Thibaut a commenté, impressionnant, bravo à elle pour le physique amené sur scène, du beau travail, très intéressant, on pourrait faire ce système sous forme de test en amont d'une compétition pour apprendre comment réagit le corps. Mais dans l'idée du raisonnement que le coach peut avoir, c'est très instructif, merci à toi pour la vidéo. Et Luc a répondu, merci Thibaut pour ton retour. Ça, c'est le genre de commentaires, c'est le genre d'interaction, c'est le genre de qualité de contenu qu'on a sur l'Imperium. Les places se ferment bientôt. En fait, dès qu'on arrive à 500, je vais augmenter le prix ou alors fermer les places parce que je veux garder justement la qualité de ce genre d'échange-là, de ce genre de contenu-là. Donc clique sur le premier lien dans la bio pour en profiter, on va passer à la vidéo. Bon les gars, du coup, devrions-nous faire des cheat meals? Devrais-tu faire des cheat meals? Bon, 99% des cas, la réponse est oui. Honnêtement, en fait, voilà. Ça, on va diffuser ces vidéos-là en 5 points. Et j'ai envie que le premier point, ce soit ça. La loi de l'accumulation. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé en bien sur la chaîne, et je vais le refaire aujourd'hui, et j'ai envie que vous compreniez que ça s'applique à absolument tout ce qu'on veut construire, réussir et bâtir. Et il faut aussi l'avoir justement pour les choses qui seraient délétères à nos progrès, nos constructions, nos entreprises. Donc, cheat meal, est-ce qu'on devrait pas? Déjà, on va vite relativiser avec la loi de l'accumulation. Si vous faites un cheat meal par semaine, ça en fait 4 à 5 par mois selon les mois, on va dire 4. Ok. Donc ça vous fait 4 cheat meals. Donc 4 pour un mois, pardon. Fois 6, ça vous fait 24 cheat meals. Ok. Donc 24 repas sur l'espace de 6 mois. Si maintenant tu manges 5 fois par jour, fois 7, ça te fait 35 repas dans une semaine. Fois 4, ça te fait 140 repas par mois. Et fois 6, ça te fait 840 repas. Je veux que tu le voies bien, 840 repas pour 6 mois. Je te laisse faire un produit en croix. Non, tu sais quoi, on va le faire. 80 c'est 100, 24 on ne sait pas, donc hop. 100 fois 24 divisé par 840. Voilà le pourcentage de tes cheat meals sur 6 mois. Ça, je veux que tu le comprennes. Donc déjà, avec une simple proportion, on comprend à quel point c'est ridicule de se priver. Donc ça, c'est la première chose. La loi de l'accumulation, faut la prendre pour relativiser. Quels seraient les cas, du coup, où on pourrait les supprimer? Ça, c'est la deuxième chose. Où il faudrait, plutôt. Les cas de préparation de compétition, ok, pour la grande majorité des personnes, l'écrasante majorité des personnes, même ne serait-ce que par sécurité, pour maintenir au maximum les variables, et ça on a l'occasion et tout le loisir d'en reparler sur cette chaîne, et j'en parle beaucoup sur l'Imperium justement, je vous rappelle, les tickets sont juste en dessous. En fait, il vaut mieux maintenir ces variables stables, surtout dans des périodes aussi compliquées que ça. La deuxième situation dans laquelle je verrais supprimer les cheat meals, comme une option viable, ce serait peut-être sur une perte de poids vraiment extrême, mais même là, il y a le facteur en fait habitude et mental qui me fait un petit peu revenir sur mes pas, parce que forcément, on peut pas passer du tout au tout, on peut pas faire passer un obèse d'une alimentation absolument merdique à d'un coup une diète 100% stricte, 100% clean avec aucun cheat meal. Il va pas tenir.
On en pense qu'on en pense, mais il va pas tenir et c'est normal, c'est ses habitudes. Donc, il faut faire une transition progressive. Le seul moment où on devrait couper ça de façon abrupte, ce serait sur une préparation de compétition au bodybuilding. Ça me paraît être le seul cas. Ou alors une fin de sèche pour un pratiquant passionné qui veut vraiment pousser le résultat rapidement, ou alors une sèche, qu'elle soit sur le court terme ou moyen terme. Pour un compétiteur ou un passionné simplement, un pratiquant passionné qui veut voir son physique à son maximum de potentiel, je vais refaire le focus sur ma tête, à son maximum de potentiel, eh bien, là, peut-être s'il a peu de temps devant lui, ou alors il est sur la fin, il veut vraiment, avoir le moins de gêne à sa progression, le moins d'accro à sa progression, jeter les cheat meals, ça peut tout à fait être une bonne option pour justement en fait limiter ces jours-là où l'apport remonte un petit peu et se dire écoute, j'ai 3 semaines, je veux vraiment voir ce que je peux valoir physiquement, ce que je vaux physiquement avec un physique sec. On va mettre la seconde et en fait on va virer les cheat meals et pendant 3 semaines je vais me priver et après j'aurai atteint mon objectif et on sera bon. Parce que je vous rappelle quand même 3 semaines sur la vie d'un homme. Me faites pas ressortir la calculette. Pour ceux qui pètent leur diète à tout va. Donc ça, c'était la deuxième chose, ok. Quand est-ce qu'il faudrait les supprimer? Quand est-ce que ça serait logique de les supprimer? Par prévention dans une préparation de bodybuilding, éventuellement quand on veut pousser sa sèche ou qu'on a peu de temps pour sa sèche et qu'on n'est pas un compétiteur. Troisième chose, est-ce qu'il y a des moments stratégiques? Alors moi, j'en vois plusieurs. Maintenant, moment stratégique, on va un peu le relier avec justement la quantité. Qu'est-ce que concrètement on fait? Parce que si vous vous dites je vais faire un cheat meal, un truc énorme, indigeste, etc., et que vous entraînez le lendemain matin, vous doutez bien que peut-être que le système digestif va encore être fatigué, et lui mettre un petit déj pré-training par-dessus, ça va peut-être faire beaucoup d'un coup. En fait, vous allez plus en fait passer un mauvais moment à la salle qu'un bon. Cela dit, ça peut être une bonne idée. Moi, j'aime bien. La veille d'un point faible notamment, et non pas forcément tous les soirs pour tous les entraînements le lendemain matin, même si ça peut être une très bonne stratégie, ça j'en ai déjà parlé sur Imperium. La veille d'un retard, si vous faites le retard le matin ou dans la journée, le matin c'est quand même assez plus intéressant, surtout si vous êtes bien capable de bien digérer avec une bonne nuit, des aliments que votre corps connaît et aime bien, justement ce que vous allez manger le soir, la veille au soir en quantité. Si vous consommez beaucoup de glucides la veille au soir et vous faites l'entraînement justement d'un point faible, vous avez besoin de beaucoup d'énergie ou alors d'un muscle simplement qui est très énergivore, les jambes, le dos, des muscles très forts, ça peut être intéressant pour booster vos performances. Autrement, en post-training, ça peut être pas mal. Il y a ce côté de fenêtre d'opportunité dont je vous ai déjà parlé. J'aime bien justement profiter du fait que on éponge un peu mieux les nutriments après un certain effort, on a le sang qui circule mieux, on produit plus d'hormones, on est plus sensible à l'insuline. Tout ça, c'est pas négligeable et c'est assez intéressant. Cela dit, si c'est quelque chose de très très gras, on va peut-être pas en tirer tous les bénéfices parce que la rapidité de digestion va pas forcément être la bonne. Par contre, si c'est une dominance glucide, que ça se digère assez rapidement, ça peut être intéressant. Autrement, comment les gérer plus que comment stratégiser le tout, mais comment les gérer si jamais vous voulez être tranquille, vous voulez justement adapter, ça on va y venir, les apports de la journée selon le cheat meal. Ça peut très bien être fait avec un repas dans la journée. Moi, j'aime bien faire ça le soir. En ce moment, c'est un peu ce que je fais des fois. C'est justement, la journée, j'ai protéines et lipides, c'est tout. Et à côté, le soir, souvent, après l'entraînement, un repas plus haut en glucides. Et là, ça peut être intéressant pour justement avoir un repas un peu plus plaisir. Maintenant, encore une fois, ça vous permet moins de gérer votre nutrition péri-entraînement avant, pendant et après de la façon dont vous voulez, vous avez que le post, mais ça peut être très intéressant quand même. Surtout si à côté vous avez peut-être des jours un peu différemment, un peu agencés différemment. Donc ça peut être aussi une stratégie de réunir tous ces glucides à un endroit de la journée, le jour où on fait un cheat meal pour justement capitaliser sur ce moment-là. Parce qu'en réalité, si on a des glucides tous les jours, des glucides bien répartis tous les jours, et que un jour comme ça, ponctuellement, on a une occurrence de notre diète, où justement on va couper les cheat meals dans la journée et les capitaliser le soir pour se faire plaisir, et éviter de trop impacter, même si le timing des nutriments est important, mais encore une fois, là je parle pas pour des compétiteurs, ça peut limiter justement l'impact que ça aura de manière générale, parce que justement sur la journée on n'aura eu que protéines lipides comme prévu, et les glucides on les aura soustraits pour le soir ou pour le midi si c'est le midi. Ça peut être intéressant. Maintenant c'est une solution qui à mes yeux, ça doit pas être comme ça tous les jours, parce que vous avez aussi une opportunité avec vos glucides de nourrir le pré, l'intra, le post-training et votre métabolisme tout au long de la journée, surtout si vous montez vos apports, mais vous avoir une dominance à un moment de la journée, si vous le voulez, pour justement y adapter un cheat meal de temps en temps. Est-ce qu'il faut justement
je crois que c'est le 4e point, est-ce qu'il faut justement adapter le reste de sa journée quand je fais un cheat meal? Alors, si on prend une stratégie de ce type-là, comme je viens de vous l'énoncer, pourquoi pas? Maintenant, ça compromet évidemment les autres repas de la journée, en termes de satiété, en termes d'apport d'énergie, en termes d'apport de glucides, donc ça peut être un petit peu délétère, surtout sur une performance dans laquelle on veut vraiment, une séance, dans laquelle on veut vraiment performer. Maintenant, ça peut être intéressant, si c'est vraiment très ponctuel, d'adapter la journée, mais en général, quand il y a une merde qui est faite, quand par exemple, quelqu'un pète un peu sa diète, son plan, pour un compétiteur notamment, je préfère dire, écoute, touche à rien, fais comme si de rien n'était, continue comme si de rien n'était, parce qu'après, ça va être la volonté de faire plus de cardio le lendemain, parce que j'ai cassé la diète, et j'ai mangé plus, et me restreindre plus le lendemain, et au final, ça nique un peu toutes les variables dont je vous ai parlé au début pour un compétiteur. On a la variable diète, training, cardio, et là au final, la variable diète, elle a bougé, vaut mieux qu'il y ait qu'elle qui bouge sur les 3, que justement il y a la variable diète qui bouge, donc la variable entraînement qui bouge, la variable cardio qui bouge, la variable récup qui baisse du coup, et au final on se retrouve avec un méli-mélo. Il vaut mieux parfois ne rien faire que essayer de rattraper la tâche, mais encore une fois, même là, ça dépend du contexte auquel on est dans tout ça. 5e point, est-ce qu'il faudrait les quantifier? Alors là, encore une fois, ça va dépendre aussi du contexte, mais je suis pas là pour vous dire ça dépend du contexte, sinon vous n'êtes pas plus avancé qu'en lançant la vidéo. Alors, les quantifier, ça peut être une bonne option si justement on est en période de déficit. Ça peut être très intéressant si on est encore en sèche et que justement on veut garder le cheat meal, mais on veut aussi limiter leur impact sans pour autant arriver dans la case dont je vous ai parlé de vouloir appuyer sur l'accélérateur et se dire, tu sais quoi, dans 2-3 semaines je finis ma sèche, pendant 2-3 semaines je vais être un bonhomme et je vais virer cheat meal et en fait je vais manger normalement et je vais suivre ma diète à 100% pour éviter d'avoir justement des jours un peu plus hauts qui peuvent, même légèrement, mais qui peuvent du coup ralentir un peu ma progression évidemment. Donc ça peut être intéressant là aussi. Donc les quantifier, hors saison, à prise de main, j'aurais pas tendance, surtout si vous vous astreignez à 1 toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est quand même assez irrégulier, c'est quand même assez ponctuel, donc ça a le mérite au moins justement d'éviter que ça soit trop fréquent, donc la quantité peut varier, parce que là aussi c'est toutes les 2 semaines, ça vous fait 2 cheat meals par mois, ça vous en fait 12 pendant 6 mois, ça va. Ça peut être un strodomie, vous pouvez finir... Je vous le conseille pas parce que c'est pas sain, mais vous pouvez finir avec le ventre bien gonflé et tout, dans votre lit en train de vous dire plus jamais je mangerai de ma vie. Mais pour le coup, ça passe. Donc encore une fois, c'est un peu comme le volume d'entraînement finalement, je viens de me rendre compte de ça. C'est un peu comme le volume d'entraînement et cheat meal. Plus ils sont fréquents, plus ils doivent être petits, et plus ils sont lointains, plus on peut se permettre de faire un truc gros. C'est un peu comme la fréquence d'entraînement et le volume d'entraînement des séances. Bref. Donc voilà pour ces 5 choses-là. Ok. Donc la loi de l'accumulation, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça, vous pouvez la faire jouer à votre avantage justement en prenant cette loi-là à l'inverse, donc cette fois-ci pas regarder l'accumulation de tout, mais justement la légère accumulation de peu de choses et justement voir que certaines choses sont négligeables quand on prend du recul. Deuxième chose, on peut adapter à la journée les apports aux besoins, même si ça nous fait perdre un petit peu d'optimisation côté performance et métabolisme, etc. 3, quand est-ce qu'il faudra les supprimer? Fin de sèche, sèche courte ou alors sèche de compétition. 4e, est-ce qu'il faut les quantifier? Oui, notamment sur une sèche qui est pas une sèche de compétition dans laquelle on les garderait. Ça peut être intéressant mais pas obligatoire. 5e, est-ce qu'il y a des moments stratégiques? Oui, notamment la veille d'un retard, après un entraînement, notamment après un retard, ou alors simplement si on fait un seul repas avec des glucides ou des lipides de la journée. Bon, lipides peut-être pas, mais un seul gros repas avec beaucoup de glucides. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a aidé. Je vous le rappelle, un premier lien dans la bio. Si jamais vous êtes surtout vous êtes un coach en fait. On a créé cette plateforme-là avec 8 coachs. Bon à la base j'ai passé un coup de fil avec d'autres coachs. On était 3, donc du coup vous retrouvez le sigle, les 3 piliers Imperium. C'est pour ça que je l'ai bâti depuis l'équipe s'est agrandie, on est 8 coachs, on a 2 experts en physiologie interne, on a des experts en bodybuilding, etc., un expert en posing. Ça nous permet d'avoir une équipe hyper complète et d'apprendre aux coachs à devenir d'excellents coachs et d'apprendre aux passionnés même par ailleurs, parce qu'évidemment, si on apprend un niveau de connaissance qui est là pour les coachs, tout ce qui est en dessous, qui est beaucoup moins technique ou qui est aussi technique, correspond aux pratiquants passionnés, aux athlètes, en fait, vous en tirez quoi qu'il arrive des bénéfices. Donc,
Aux 500 abonnés, il y aura un changement. Soit ce sera le prix qui va augmenter. En tout cas, les 5 formations offertes vont dégager. Soit le prix va augmenter, soit les portes vont se fermer. Pour la simple et bonne raison que c'est une communauté, c'est un mouvement, c'est un forum d'échange dans lequel justement je veux que nos interactions avec les coachs, que les contenus restent qualitatifs et qu'on puisse justement avoir cette cohésion-là, ce mouvement-là, et qu'on puisse justement tous ensemble rehausser le niveau du bodybuilding en France et apporter enfin cette touche-là. Parce que il manque beaucoup de bonnes ressources. Comme je l'ai dit, il y a un méli-mélo dans les réseaux sociaux et je veux vraiment apporter de la clarté, vous montrer aussi les coulisses. Parce que par exemple, vous voyez quelqu'un faire, je sais pas, une transition d'une fin de sèche à une prise de masse parfaitement, vous demandez comment il a fait, bam, vous arrivez sur le forum, vous avez la diète concrètement, vous avez la stratégie expliquée par le coach en question et plein d'autres choses comme ça. Donc pour devenir un meilleur coach, il n'y a pas de meilleur accélérateur de croissance. Je n'ai jamais autant appris qu'en demandant à des coachs. Et d'ailleurs, là, je vais bientôt reprendre une consultation, même pas une consultation, un mentorship, c'est un coach, parce que ça fait un moment que je ne me suis pas formé, justement, à force de créer tous ces projets-là. Donc les gars, premier lien dans la bio, ok. Vous avez l'accès à seulement 29 € par mois avec toutes ces choses-là offertes. Cliquez, ok, pour avoir vos tickets offerts. Par contre, il n'y a que 15 minutes, donc prenez bien conscience de tout et lancez-vous au besoin. On se voit la semaine prochaine.